Christelle Ferreira, thérapeute psychocorporelle, CF Thérapie. Du coup, je suis Christelle Ferreira, comme tu le sais. Je suis thérapeute psychocorporelle depuis 1 an et demi à peu près. Je me suis installée, j'ai ouvert mon cabinet sur la commune de Crémieux, donc dans le Nord-Isère. Et précédemment, j'étais responsable RH donc pendant à peu près 15 ans dans différentes entreprises, en particulier à l'international. Voyant le mal-être grandissant en fait de mes salariés, avec ma posture RH, en fait, j'avais des difficultés à pouvoir les accompagner en fait à travers les problématiques qu'ils pouvaient rencontrer. Donc après quelques années de réflexion, ayant moi-même découvert l'EFT grâce à une psychiatre, j'ai décidé en fait de me former à cette technique en particulier. Donc j'ai fait une formation d'à peu près 3 ans pour devenir du coup psychopraticienne en EFT. Et l'été dernier, j'ai découvert une nouvelle technique, la technique Avening, que je trouvais très intéressante et donc du coup, j'ai décidé de me former à cette nouvelle technique. Non, je pense pas que ce soit une vocation. Non, parce qu'il y a plein de métiers, où, j'aurais pu, accompagner, l'autre. Je pense que si j'avais fait des études, de psychologie au lieu d'études RH par exemple, j'aurais eu une autre voie. Je pense que j'aurais certainement pas ouvert mon cabinet, du moins pas tout de suite. Je pense que le statut de salariat était pour moi, un statut assez important, quand je suis arrivée sur le marché du travail. Donc du coup, non, peut-être pas une vocation, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi parce que, quand, j'ai décidé de faire des études RH, en effet, c'était pour pouvoir, aider, pouvoir accompagner, voilà, les salariés en fait, au sein de leur organisation, en évolution professionnelle et cetera. Parce que moi-même, je viens d'un monde ouvrier et en fait, du coup, une fois que je suis rentrée dans le monde de l'entreprise, je me suis rendu compte que en fait, l'image que j'en avais, c'était un peu, utopique et je l'avais vraiment idéalisé et c'est vrai que ces 15 années, même si j'ai beaucoup appris en technicité, j'ai beaucoup appris sur les gens, j'ai beaucoup appris sur moi également. Je pense que dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé par cette étape. Mais dans tous les cas, je suis très contente aujourd'hui d'être thérapeute et de pouvoir aider les gens voilà, qui viennent frapper à ma porte. C'est vraiment le mal-être grandissant qui m'a fait réfléchir à une autre manière de pouvoir aider les gens. Et donc c'est ça qui m'a donné l'envie en fait de devenir thérapeute. Après vraiment pourquoi l'IFPEC et pourquoi l'EFT? Parce que moi-même en 2015 donc j'ai vécu quelques semaines difficiles puisque j'ai fait un épuisement professionnel. Que moi je me suis fait aider à cette époque-là, voilà, on m'avait conseillé une psychiatre et du coup voilà cette psychiatre m'a fait découvrir l'EFT et l'hypnose et j'ai particulièrement adhéré à l'EFT parce que j'ai pu voir en fait les effets immédiats lorsque je le pratiquais et surtout ce que j'aimais en particulier dans cette technique, c'est que je n'avais pas besoin d'attendre la prochaine séance pour la voir, pour pouvoir gérer en fait les émotions que je vivais sur l'instant, que j'étais capable en fait de faire les rondes EFT toute seule en fait chez moi dans mon coin en entreprise quand j'en avais besoin. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que en fait, j'étais vraiment autonome, j'avais pas besoin d'attendre après quelqu'un pour m'aider à passer ce cap qui était difficile. Et pourquoi l'IFPEC du coup, c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui forment à l'EFT, en France. Mais l'IFPEC en fait, c'est vraiment, la seule école qui formait, sur une longue durée. Parce que moi, je voulais pas juste, apprendre l'EFT et la ronde de base puisque finalement je la connaissais déjà, mais je voulais vraiment, apprendre la posture de thérapeute, apprendre toute la technicité pour bien accompagner, mes clients parce que l'objectif c'est vraiment, de pouvoir accompagner, sereinement, dans la bienveillance et sans risque en fait les personnes qui viennent me voir. Donc ça, c'est ce que m'a apporté, l'IFPEC et en plus, j'ai vraiment, appris l'ensemble des protocoles EFT. Voilà, parce qu'il y a souvent la ronde de base que beaucoup de praticiens, utilisent avec leurs clients, mais l'EFT, ça va bien au-delà. Il y a plein d'autres, protocoles en fait, issus de cette ronde de base,
qui peuvent être soit plus percutants, soit beaucoup plus doux. Et en fait, voilà, ça nous laisse vraiment un champ assez large en fait de techniques de tapping pour accompagner les personnes. En effet, j'ai eu l'honneur de te faire une séance découverte. Par contre, du coup, en plus en tant que client qu'en tant que patient, puisque comme je ne suis pas professionnelle de santé, c'est un terme que je ne peux pas utiliser. Voilà, donc l'ensemble des personnes qui viennent me voir sont des clients. Les techniques psychocorporelles, donc qui sont entre autres le EFT et le Havening, il en existe plein d'autres. Ce sont des techniques en fait où on va utiliser le corps pour aller reprogrammer la mémoire émotionnelle. C'est là que c'est intéressant, c'est que le corps et le mental sont vraiment liés et on le voit vraiment avec les émotions. Parce qu'une émotion, lorsqu'elle se présente à nous lors d'une situation, elle se présente de différentes manières. On peut vraiment la ressentir au fond de nous et en particulier à travers le corps. Une émotion peut se présenter soit sous la forme d'une tension, par exemple au niveau des épaules, des cervicales, sous la forme d'une oppression au niveau de la poitrine ou d'une boule dans le ventre. Enfin voilà, il y a plein de manières, mais ça peut aussi être l'augmentation du rythme cardiaque ou alors d'un coup les mains qui deviennent moites ou même des gouttes de transpiration qui peuvent couler. Et tout ça, en fait, ce sont des signes qu'une émotion est présente. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma pratique que les gens en fait avaient peur de leurs émotions. Voilà, en général, ils les mettent de côté, ils préfèrent les éloigner. Alors au contraire, l'émotion en fait c'est vraiment une amie. Ce que j'essaie de faire vraiment passer à travers mes séances, c'est faire comprendre aux gens que leurs émotions, ils doivent en faire des alliés plutôt que des ennemis. Parce que toutes ces émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, ont un message à faire passer. Et si on accueille ces émotions et qu'on accepte le message qu'elles nous font passer, eh ben, elles deviendront de moins en moins envahissantes. Alors l'EFT, c'est une technique qui est tirée plus de la médecine traditionnelle chinoise, puisqu'on va utiliser certains points d'acupression. Elle s'appelle également tapping. On peut trouver des vidéos de tapping ou des informations sur une technique tapping. Voilà. C'est qu'en fait, on va aller stimuler certains points d'acupression sur les mains, le visage, par exemple, le haut du corps. Donc on va aller ici, on va aller sous les bras également. Et les mains, donc il y a donc le poing karaté, il y a le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire et le dessus de la main. Les techniques Havening, c'est une technique qui a été créée par des médecins en fait américains qui ont eu l'occasion en fait de mettre en pratique l'EFT et qui ont vu les effets, mais par contre qui avaient du mal à comprendre en fait les explications des méridiens, circulation de l'énergie, etc. Eux sont des personnes plutôt allopathes. Ils avaient besoin d'explications plus scientifiques et à travers en fait leurs recherches, ils ont décidé de mettre en place une nouvelle technique avec les touchés. Donc, il y a 3 touchés, il y a le toucher des mains, il y a le toucher des épaules jusqu'au coude et puis le toucher du visage en fait. Ils ont constaté que ces 3 touchés en fait développaient les ondes cérébrales delta, qui sont les ondes du sommeil profond et qui permettent en fait de transmettre au cerveau l'information que l'on est en sécurité. Et c'est qu'une fois que la personne est en sécurité, se sent en sécurité, que là on va pouvoir aller reprogrammer la mémoire émotionnelle. Et ce qui est intéressant dans ces 2 techniques, que ce soit l'EFT ou le Havening comme tu l'as précisé, on n'a pas forcément besoin de connaître tous les détails. Le plus important, c'est que la personne puisse visualiser ou revivre en fait ce qu'elle a vécu, en fait, l'événement qu'elle veut traiter. Et en fait, on a juste besoin de comprendre les émotions qu'elle vit ici et maintenant. Donc à travers son corps, à travers ses pensées, ses croyances, à travers le côté sensoriel également. Et ça, en fait, c'est le plus important. Donc pour les personnes qui ont vécu un événement très traumatisant ou qui peut être honteux pour eux, eh ben, on n'a pas forcément besoin de connaître tous les détails en fait. On va leur poser des petites questions, mais ça reste vraiment, voilà, à quel âge à peu près a eu lieu l'événement, est-ce qu'ils étaient seuls ou est-ce qu'il y avait du monde autour d'eux, enfin voilà, mais on ne va pas leur demander de nous raconter, comme peuvent le faire d'autres praticiens, le détail de l'événement.
Non, elles sont vraiment ouvertes à tout le monde. De l'enfant, à la personne âgée, voilà, tout le monde peut la pratiquer. Tout le monde peut les pratiquer en plus de manière autonome. Donc ce qui est important, c'est que sur des événements, importants, difficiles, de la vie, en fait, c'est quand même mieux de le faire avec un praticien, certifié qui maîtrise bien la technique. Parce qu'il peut toujours y avoir des risques, de sortir de sa fenêtre de tolérance. La fenêtre de tolérance, en fait, c'est une situation, enfin, c'est un moment, un état d'esprit au fait où on est plutôt bien, plutôt conscient de ce qui se passe, mais on peut aller en hyper activation et là être complètement partir en pleurs, complètement en panique, etc. Ou alors l'hypoactivation où là on va plutôt être en dissociation, on va vraiment être en recul, se refermer sur soi. Et l'une ou l'autre des situations n'est pas l'idéal. Il faut vraiment réussir à rester dans sa fenêtre de tolérance. Et c'est là où le praticien a vraiment son rôle à jouer parce que il est là pour justement s'assurer que la personne reste bien dans cette fenêtre. Et lorsqu'on pratique seul, c'est plus compliqué. Mais c'est intéressant justement que la personne soit capable de le pratiquer en fait dans son quotidien. Lorsqu'elle rencontre des situations plus ou moins difficiles, que sur le moment, elle soit capable justement de pouvoir se calmer elle-même. Et ça, c'est déjà un grand pas. Parce que plus on attend avant de traiter un événement, plus il s'ancre en fait dans le cerveau. Le nombre de séances, ça va vraiment être très aléatoire en fonction de la personne, en fonction de la problématique. Il y a des personnes, il va falloir plusieurs dizaines de séances et puis d'autres, en une séance, ça peut être réglé en fait. On ne peut pas d'avance dire en temps de séance ce sera réglé, c'est pas possible. Alors moi, je parle toujours d'émotions agréables et désagréables parce que certaines personnes utilisent les termes négatifs, positifs. Pour moi, toutes les émotions ont quelque chose de positif en fait. C'est plutôt la sensation de vivre cette émotion qui peut paraître agréable ou désagréable. Mais dans tous les cas, les émotions ont un message à faire passer et c'est ça le plus important. Après, tout est une question de calibrage. Typiquement, une personne qui se met en colère à la moindre broutille, en fait, elle va s'épuiser parce que les émotions désagréables puisent dans notre stock d'énergie et sont très consommatrices en énergie. Donc, au bout d'un moment, on va s'épuiser en fait à vivre constamment dans des émotions désagréables. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir vivre des périodes agréables justement pour aller recharger notre stock d'énergie. Donc oui, du coup, ces émotions désagréables, c'est une question de calibrage en fait. Faut un peu reprogrammer. C'est comme si comme l'alerte incendie qu'on a chacun dans notre maison quand il y a le feu, elle se met en route, elle se déclenche, elle fait du bruit. Si on est réveillé, si on est endormi, évidemment, elle nous réveille. Et en fait, les émotions désagréables, c'est un peu pareil. Typiquement, si cette alarme se déclenche à chaque fois qu'on cuisine, en fait, elle va nous servir strictement à rien. Parce qu'elle est censée nous protéger, nous mettre en sécurité, nous alerter lorsqu'il y a le feu. Sauf que si elle se met à fonctionner à chaque fois qu'on cuisine, elle est plus du tout dans un système de mise en sécurité et d'alerte en fait. Les émotions désagréables, c'est exactement pareil. Elles sont là en fait pour nous alerter qu'on est en train de vivre quelque chose de désagréable, un événement difficile. Et après, si elle se déclenche à n'importe quel moment, ça peut être problématique. Est-ce qu'on peut la désactiver? Est-ce qu'on peut désactiver ces émotions facilement ou pas? Pareil, ça c'est si on a des techniques en main comme le EFT et le Havening, oui, on peut les désactiver assez rapidement. Par contre, si on n'a rien et qu'on ne sait pas quoi utiliser, comment se calmer, c'est compliqué. Et la dernière question à se poser, c'est est-ce que cette information, elle est utile ou elle est limitante? Est-ce que cette colère, en fait, sert à poser, par exemple, nos limites? Ou alors est-ce que cette colère, en fait, nous empêche d'avancer et nous fait rester dans un état désagréable de manière récurrente? Et c'est vraiment important d'avoir ce système émotionnel, d'émotions désagréables parce que imagine une personne qui n'a jamais peur, qui n'a peur de rien. En fait, elle prendrait des risques inconsidérés. Elle irait faire des activités ultra dangereuses et en fait, elle aurait la mort qui approcherait plus rapidement que prévu parce qu'elle n'aurait peur de rien en fait. Ou une personne qui n'est jamais capable de se mettre en colère, en fait, elle serait jamais capable en fait de mettre des limites aux personnes qui lui marchent sur les pieds par exemple,
ou qui la critique, qui dépasse ses propres limites, elle serait pas capable de poser justement ses limites et en fait, elle se ferait marcher sur les pieds et c'est important aussi de pouvoir mettre des limites pour soi et pour les autres. Eh ben, exactement, pour toutes les problématiques que viennent me voir les clients. En fait, on part toujours, du problème présent, parce que s'ils viennent, c'est qu'ils ont un problème, aujourd'hui, précis. En fait, on va aller ensemble chercher, l'élément, d'origine, en fait, ce qui a pu déclencher, cette problématique. Une phobie ou TOC, c'est voilà, c'est qu'il y a toujours eu un événement qui a déclenché, en fait, ces TOC ou ces phobies et donc l'objectif, c'est d'aller, voilà, de remonter pour essayer de trouver cet événement et on va aller, la personne, du coup, va revisualiser, ce premier événement et on va aller, désactiver, en fait, les émotions, qui restent ici et maintenant pour lever, en fait, cette phobie ou ce TOC. Donc pareil, voilà, on utilise l'EFT, le Havening, l'une ou l'autre des techniques en fonction de la préférence de la personne. Il y a une personne en particulier, en une séance, donc là ça a vraiment été, extrêmement vite. Une personne qui avait, déclenché, des TOC, de fermeture de porte en fait, suite à un cambriolage. Donc ça a été très vite parce que cette personne, savait l'origine en fait de ces TOC. Il est venu et m'a expliqué, voilà, il y a quelques années, j'ai vécu un cambriolage et depuis en fait, je vérifie toujours, plusieurs fois la fermeture de mes portes. Parfois je pars, au travail, je suis obligée de faire demi-tour, rentrer chez moi pour revérifier. Donc porte de la maison, porte du bureau, porte de la voiture, enfin voilà, toutes les portes. Donc c'était assez envahissant et en une seule séance, on a réussi à lever, ce TOC. C'était rapide parce qu'il savait déjà quelle était l'origine et finalement, voilà, c'était passé il y a quelques années, mais c'était pas, voilà, ça faisait pas, 20 ou 30 ans qu'il avait vécu ce cambriolage donc ça s'était bien ancré en lui mais voilà, on a pu le lever, assez rapidement finalement. Les premiers signes vont être très différents d'une personne à l'autre. Lorsque la personne en fait sent que c'en est trop pour elle, c'est ça le premier signe. Souvent, les gens ne se rendent pas compte. Typiquement, si on prend l'exemple du burn-out, en général, les gens, qui sont en burn-out, c'est parce que leur corps, les a empêchés un matin de se lever, en fait. Ou les a bloqués, voilà, dans la journée et que, voilà, impossible d'avancer. C'est souvent donc que ces personnes n'ont pas su, accueillir leurs émotions et comprendre, en fait, les messages que leur envoyait, leur corps et leur mental. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça peut être très aléatoire d'une personne à une autre, mais pour moi, je pense que c'est quand on sent que là, c'est trop et le trop, en fait, va être vraiment différent d'une personne à une autre. Il y en a, trop, ça va être ça, puis d'autres, trop, ça va être ça. Et c'est OK, en fait, c'est OK. Le tout, c'est de le comprendre et de l'accepter. Et c'est vrai que parfois, il y a des personnes, qui attendent vraiment, en fait, que leur corps leur dise stop pour pouvoir, agir. Alors en fait, c'est vrai que, moi je travaille principalement en tant que thérapeute, donc les personnes viennent me voir pour faire une thérapie, donc plutôt type thérapie bref. Mais il y a plein de manières en fait de s'aider en fait, parce que c'est vraiment, voilà, on s'aide soi-même à comprendre ses émotions. Mais il existe plein d'ateliers. Alors je sais que c'est beaucoup, des ateliers collectifs, il existe des stages également, des formations pour mieux comprendre en fait ses émotions et avoir des outils pour, s'aider à gérer, nos propres émotions. Face à ce constat, en fait, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui n'ont pas envie de faire de thérapie, mais pourtant qui ont bien conscience qu'elles ont des problèmes avec la gestion de leurs émotions. Et du coup, je viens tout juste de créer des ateliers, donc individuels ou en duo. Contrairement à beaucoup de mes collègues qui proposent des ateliers collectifs, j'ai décidé moi de faire plutôt des ateliers individuels pour que la personne puisse vraiment se sentir en sécurité. Et là, l'objectif, c'est pas du tout une thérapie en fait, c'est à travers 3-4 rencontres, leur présenter en fait les émotions, leur fonctionnement, leur faire comprendre en fait comment l'émotion se présente à eux et qu'est-ce qu'elles veulent leur faire passer comme message, etc. Et ensuite leur apprendre les techniques EFT
et à pratiquer en autonomie pour les aider justement dans la gestion quotidienne de leurs émotions, pour qu'ils soient capables d'avoir 2 outils. Parce que c'est vrai que y a beaucoup de personnes qui utilisent la respiration, la cohérence cardiaque. C'est une technique top qui marche pour beaucoup de personnes, mais certains sont pas forcément à l'aise ou n'arrivent pas bien à la faire, etc. Donc voilà, c'est une possibilité de découvrir d'autres techniques. Parce que il existe beaucoup de techniques dites douces. Après, il faut juste trouver celle qui nous convient. C'est pas parce qu'il y a une personne qui adore l'hypnose et sur qui ça fonctionne que ça va fonctionner sur tout le monde. Pareil pour l'EFT. Moi, je suis OK quand des personnes me disent non, mais je me sens pas forcément très à l'aise avec vos techniques. OK, je peux les réorienter vers des personnes qui pratiquent d'autres techniques. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il faut vraiment trouver celle qui nous parle et celle avec lesquelles on est à l'aise en fait. Donc voilà, moi je propose ces 2 techniques, soit sous forme de thérapie, soit sous forme d'atelier, où la personne vient vraiment découvrir le fonctionnement des émotions et comment elle peut les gérer de manière autonome grâce à l'EFT et au AVI. Dans mon cabinet, je ne reçois pas d'enfants. Je les reçois à partir de 10 ans en fait. Donc voilà, je reçois davantage les adultes et les adolescents. Par contre, j'organise en fait des ateliers avec une de mes collègues pour des ateliers en fait gestion des émotions parents-enfants, pour aider justement les enfants et les parents à mieux gérer l'émotion de leur enfant. Cette technique fonctionne très très bien. Sur les enfants, il n'y a vraiment aucun souci et au contraire, plus ils sont jeunes, plus la technique fonctionne bien, en particulier grâce à la plasticité cérébrale. Voilà, moi c'est mon choix parce que de ne pas traiter les enfants en cabinet parce que l'approche est différente. Il faut utiliser le jeu, il faut utiliser le dessin. On ne peut pas échanger avec un enfant comme on échange avec un adulte. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré faire sous forme d'atelier parents-enfants avec une de mes collègues qui, elle, est très habituée aux jeunes enfants, plutôt que d'accueillir moi-même des enfants au sein de mon cabinet. Par contre, voilà, il y a beaucoup de mes collègues qui ont fait la même formation que moi, qui accueillent des enfants. Alors en fait, la plasticité cérébrale, c'est la capacité du cerveau à se modifier tout au long de la vie. On a notre cerveau qui est très très malléable. On a énormément de neurones, de connexions neuronales qui se créent, de synapses. En fait, pour t'illustrer, c'est comme si notre cerveau c'était une forêt, voilà, une forêt pleine d'arbres. Et en fait, à chaque apprentissage que fait une personne, donc depuis sa plus tendre enfance, elle va créer en fait des chemins dans cette forêt, donc des synapses, et ce qui permet vraiment la transmission de l'information en fait d'un neurone à l'autre. Et en fait, à chaque apprentissage, c'est comme si elle créait un chemin en fait. Donc au début, elle va créer un chemin, elle va écraser quelques broussailles, etc. Puis en refaisant le même apprentissage, les broussailles vont être de plus en plus écrasées, le chemin va commencer un peu à se dessiner. Et en répétant, en fait, c'est un vrai sentier qui va se former. Plus il y a de l'apprentissage, plus la connexion est forte en fait. Et en fait, c'est pour ça qu'un enfant apprend très vite à marcher, apprend très vite à parler, apprend très vite une nouvelle langue, un sport, un instrument. En fait, pendant les 25 premières années de la vie, c'est là où vraiment tout se crée. Donc les connexions qui sont répétées deviennent de plus en plus fortes. Celles qui sont peu utilisées, du coup, disparaissent. C'est ce qu'on appelle les lagages synaptiques. Pendant très longtemps, en fait, on pensait qu'autour des 25 ans, ça s'arrêtait, on commençait à perdre des neurones, alors que pas du tout. Au contraire, ça continue en fait, on continue d'avoir de nouveaux neurones, de nouveaux synapses peuvent se former, d'autres peuvent disparaître. Tout dépend en fait de l'apprentissage et de l'utilisation en fait qu'on fait vraiment de notre cerveau. C'est là où c'est vraiment magique dans le sens où, comme le cerveau peut se reconstruire tout au long de la vie, et ça on le voit en particulier avec les personnes qui ont eu un AVC ou qui ont une maladie dégénérative, on peut ralentir en fait l'évolution de la maladie. Une personne peut, à force de travail, retrouver certaines facultés suite à un AVC.
Et en fait, c'est grâce justement à cette neuroplasticité. Ce qui est important également de savoir, c'est que les personnes qui sont dans un stress post-traumatique ou qui ont vécu un événement très très difficile, traumatisant, et qui ont des flashbacks par exemple, ou qui repensent beaucoup à cet événement, elles viennent renforcer ces connexions neuronales, et du coup ça va être plus difficile pour elles d'affaiblir en fait cette connexion et de laisser passer et le côté émotionnel en fait de ce qu'ils ont vécu. Et c'est là tout l'intérêt en fait de l'EFT et du Havning, c'est que ces deux techniques au bout du compte agissent grâce à la neuroplasticité sur ces connexions et permettent justement permettent l'élagage synaptique en fait, en affaiblissant en fait ces connexions. Donc la plasticité cérébrale, c'est vraiment magique parce que voilà, on peut apprendre tout au long de sa vie et on peut transformer son cerveau si on en a envie, grâce à l'apprentissage, grâce à la répétition et grâce à tout un tas de techniques de libération émotionnelle. On peut pas dire qu'on se connaît à 100% finalement. C'est ça, ouais. Moi, je trouve ça vraiment magique. Tout ce que le corps, tout ce que le cerveau est capable de faire, en fait. Et je pense qu'on est encore loin de tout savoir. Je suis sûre qu'il y a encore plein de découvertes à faire. Et c'est vrai qu'au bout du compte, ouais, on se connaît pas suffisamment. On sait pas toutes les capacités qu'a notre corps et notre cerveau, en fait, pour nous aider à aller mieux. Alors oui, tout à fait. Moi, c'est des techniques que j'utilise pas quotidiennement, mais presque. Dès que j'en ressens le besoin, en fonction de mon humeur, de mon envie du moment, j'utilise soit le EFT, soit le Havning pour gérer mes émotions du quotidien. Après, si jamais il y a un événement qui me pose problème et que parce que également le fait de travailler seul, en fait, on prend pas forcément le recul ou on reste vraiment sur, on garde juste la vision en fait que nous on a. Et parfois, c'est vrai que l'échange avec un autre praticien peut être intéressant. En effet, lorsqu'il y a un événement en fait que je n'arrive pas à gérer seule, pour X ou Y raison, et ben ouais, j'hésite vraiment pas à aller demander de l'aide à quelqu'un de manière ponctuelle pour gérer un événement particulier. Alors, on peut me trouver sur mon site internet, donc cftherapie.fr, également sur LinkedIn, Christelle Ferreira CF Thérapie, et sur Facebook, Christelle Ferreira CF Thérapie également. C'était Christelle Ferreira de CF Thérapie. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ouais, tiens, je vais boire un coup, ça va me faire le mal. Dis-moi ta question là. On va faire.